Et bonjour à tous, c'est Vix et bienvenue pour la deuxième émission de Combo. Je suis en compagnie de Jérôme. Salut Jérôme. Salut Vix. Eh bien oui, on est heureux. Deuxième épisode de Combo. Alors déjà, on va vous remercier car le premier épisode a cartonné. C'est un format qui a l'air de vous plaire. Et là, on a eu vraiment de agréables surprises, plein de bonnes surprises. Et pour lancer ce numéro 2 de Combo, alors vous le savez, Combo c'est sur toutes les plateformes podcast et nous avons également lancé la chaîne YouTube pour que nous ayons un petit peu des images, des photos de nos invités et avoir également des interviews en intégralité. Mais ça on en parlera au moment où on va recevoir nos deux invités. Ce sera pendant l'émission. Vix, tu te sens bien? T'as bien préparé ce numéro 2, ce mois de février 2024? Bah ouais, j'ai vraiment hâte de discuter avec toi, Jérôme, de discuter avec vous, de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai à vous dire parce que j'en ai des mots. Bah oui. Il y en a des mots à dire. Le programme, c'est l'actu qui va arriver dans quelques instants. On aura deux invités. On aura également les questions des auditeurs. Ça nous plaît énormément parce qu'on a plein de questions qui nous arrivent. Alors on sélectionne et on va essayer bien évidemment de l'étaler sur les mois à venir et vous pourrez continuer à nous envoyer vos questions et on terminera avec les events, l'actualité et on terminera avec la conclusion. Mais avant de conclure, il faut commencer, Vix, avec l'actu. Allez. C'est parti pour l'actu. Vix, je suis impatient de connaître l'actu, ton actu, ta sélection. Alors, en fait, ma sélection, elle est composée de 2 points. Premier point, on va avoir un point un peu plus structuration, un peu plus qu'est-ce qu'il se passe dans le milieu professionnel et public politique de l'e-sport. Et ensuite, je vais vous parler un peu des events au niveau international, national, et notamment ce qui peut arriver chez nous, en France. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en parler. On va commencer par le premier point. Donc, il y a eu l'AG, donc l'Assemblée Générale de France e-sport, qui a eu lieu le 2 février 2024 à l'e-sport à Paris. Et rediffusée sur Twitch, accessible à tous. Donc si vous voulez aller la voir et vous renseigner un peu dans les détails des différents objectifs qui ont été posés, les différents challenges qui ont été imposés au niveau des régions, n'hésitez pas, c'est disponible. Allez le voir, c'est très très intéressant. Parmi ces nouveautés et ces objectifs qui ont été posés, on a 2 nouvelles antennes régionales qui ont été déployées. La première qui concerne la Normandie, représentée par Pierre Calix en tant que délégué territorial, et la deuxième qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Romain Ragusa, aussi délégué territorial, qui pourra nous expliquer vraiment dans les détails au niveau national comment se structure l'e-sport, comment se structure l'e-sport au niveau des régions et surtout c'est quoi les objectifs. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vraiment hâte de parler avec Romain. Et on arrive sur le deuxième point, le point qui on va dire qui m'intéresse le plus parce que forcément mon âme de gamer est ravi et je pense que vous aussi qui écoutez. D'ailleurs, les events que je vais vous présenter sont accessibles à un gamer endurci, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le gaming. Donc intéressez-vous, comment on dit? Non, on dit ça? Oui, intéressez-vous, allez-y. Oui, voilà, exactement. Prenez du temps pour aller checker un peu ce qu'il se fait au niveau international et national, parce que en France, on a une très grosse scène. C'est vrai qu'on brille énormément à l'étranger aussi, à travers nos structures françaises, à travers nos ultras, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment, en fait, côté organisation, côté événementiel? Est-ce que les grosses compétitions internationales ont envie de venir en France? Eh bien, oui. Parce qu'on a tout d'abord le League of Legends, le jeu e-sport le plus suivi au monde, qui a déclaré que les Worlds, donc les championnats du monde de League of Legends, se dérouleraient en Europe, avec une finale en Angleterre à l'iconique O2 Arena à Londres. Et on peut s'attendre, enfin je l'espère, vraiment je tremble, je tremble d'émotion juste le fait d'en parler, qu'il y ait une étape en France. Alors peut-être une demi-finale, une quart de finale, vraiment la demi-finale dans le meilleur des mondes, ce serait royal. J'aimerais vraiment beaucoup que ça se fasse sûrement à Paris d'ailleurs. Donc soyez attentifs, c'est l'événement e-sport le plus important du monde. Donc
vous allez vous régaler, que ce soit même sur Twitch, hein, pour vivre l'événement. Allez sur YouTube, tapez World League of Legends 2023. Déjà, vous allez voir un peu le topo et ce que ça inspire. La transition est toute trouvée. Alors, on rappelle que tu es un grand spécialiste également de ce jeu. Hein. Tu es un vrai gamer avant d'être un podcasteur. Tu es un vrai gamer, Vix. Et on a la chance. Alors, moi, j'aime beaucoup les sportifs de haut niveau, que ce soit des footballeurs, des rugbyman, des handballeurs. Et c'est le moment de rencontrer, et il nous attend dans la chambre d'appel, de rencontrer un joueur professionnel de League of Legends. C'est Stan Pelly, il nous attend et on va basculer sur la première interview de notre deuxième épisode de Combo. Allez, on retrouve Stan. Vix, notre invité est là et avant de lui poser bien toutes les questions, nous sommes impatients d'avoir ses réponses et de le connaître un petit peu plus. Je crois que tu as un petit CV sur notre invité. Bah oui, alors c'est vrai que déjà je suis très très content de le recevoir parce qu'avec Stan, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais on se connaît quand même depuis pas mal d'années maintenant. Ah oui. Donc, merci pour d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, Stan, merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que c'est parce que finalement, on parle beaucoup d'e-sport dans tout ça, mais on oublie beaucoup que la base et le cœur de l'e-sport, c'est ces joueurs. Et là aujourd'hui, Stan, je pense que le mieux c'est que bah, déjà bonjour à toi. Bonjour, se présenter, salut. Salut Stan. Avec plaisir les gars, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Peux-tu nous dire en quelques mots qui es-tu et comment tu es arrivé tu as plongé dans cet univers? Alors pour me présenter, je m'appelle Stanislas dans la vraie vie, mon pseudo c'est mon nom in-game c'est Stan Pelly. Je suis arrivé dans l'e-sport un peu, c'est un métier de passion, de toute façon joueur pro. Et c'est vrai qu'au début, je pensais pas pouvoir le faire, tout simplement, parce que c'était vraiment pas reconnu. Donc j'ai fait un circuit traditionnel en ayant le bac et puis ensuite en intégrant une école de commerce. Et puis après l'école de commerce, j'ai commencé le stream. Et via le stream, j'ai été contacté par des structures pro pour être joueur pro, puisque je jouais à haut niveau sur le jeu League of Legends en stream. Tu es d'où? J'aime bien savoir moi d'où vous êtes, dans quelle ville. Je suis de Nantes. De Nantes. On a un Nantais avec nous alors. L'Albre-Atlantique. Je crois que Vix, on a plein de questions, on a envie de découvrir notre tout premier joueur pro de l'histoire de Combo. Bah ouais, parce que c'est vrai que Stan, moi je t'ai connu quand t'étais pas joueur pro, maintenant tu l'es. Oui. Mais beaucoup ne te connaissent pas. Quel est ton parcours comment t'es arrivé joueur pro finalement? T'es passé par quelle étape? Est-ce que c'est la première fois que t'es joueur pro? Est-ce que c'est ta première structure? Et explique-nous un peu comment fonctionne en fait le recrutement un peu d'un joueur pro et ton avis personnel dessus. Ok. En fait, c'est un peu. En fait, chaque parcours est différent. Il n'y a pas de méthode, on va dire, traditionnelle. Enfin, il y aurait potentiellement une méthode traditionnelle, mais il faudrait différencier joueurs pro, joueurs semi-pro, etc. Parce que en fonction des ligues et même dans la même ligue d'ailleurs, les revenus c'est pas du tout les mêmes en fonction des structures, et en fonction des joueurs. Et donc, comment est-ce que je suis devenu joueur pro? Tout simplement, je me suis fait contacter par plusieurs structures et ensuite il y a des essais, donc ce qui s'appelle des TO, des tryouts, en fonction des rosters déjà existants. Soit il leur manque un joueur et donc on essaye de fit, on essaye en fonction des postes manquants avec cette équipe déjà existante, soit c'est totalement un nouveau roster et puis ils essayent plein de joueurs différents. On appelle ça des in-house. Et donc, ils vont regrouper 3-4 joueurs par poste, et en fonction des performances de chacun dans les essais, et puis de la cohésion, de la synergie, du lead, du shot calling, etc., de la communication, ils vont faire leur choix à la fin. Et puis après, c'est parti pour... Souvent, c'est au minimum un split entier. Donc normalement, il y a 2 splits dans l'année, Summer Split et Winter Split. Donc un split entier, ça dure 4 mois à peu près. Et puis après, il y a la phase de pause entre les splits et après les splits. En attendant la nouvelle saison, tout simplement. Maintenant, t'es passé par plusieurs étapes. T'as eu Clanic, il me semble, t'as eu aussi les Frog Slayer. Aujourd'hui, là, t'es chez Zenith Gaming. Zenith, oui. Zenith, pardon. Et tu joues dans la ligue du Benelux, c'est ça? C'est ça, le S-LOL, la division 1 belge. Ok. Et alors, c'est que belge ou c'est aussi Luxembourg C'est la division 1 belge, mais oui, c'est Néerlande. C'est ça, c'est Néerlande. En fait, il faut avoir un quota minimum de joueurs ou
ou de coachs ayant la nationalité pour participer. Donc en fait, je crois que Néerlande, Belge et Luxembourg, ça compte les 3, oui, pour participer à la ligue. Ok. Et je suppose que à travers les structures, le mode de fonctionnement n'est pas le même, un peu à l'échelle d'une entreprise, un peu à l'échelle d'une école, un peu à l'échelle d'un club. Là aujourd'hui, c'est quoi comment tu pourrais décrire ta journée type? C'est quoi la journée type d'un joueur pro? La journée type d'un joueur pro, je dirais, tu te réveilles, t'as tes entraînements indiv. Donc après, il faut que tu sois de toute façon tout le temps dans le top du classement individuellement, parce que c'est pareil. En fait, le jeu, c'est un jeu collectif, mais il y a une partie hyper importante en indiv, un classement individuel en fait, tout simplement sur ton poste. Et ensuite, c'est juste s'entraîner, jouer tout simplement à haut niveau constamment en solo. Et puis après, il y a les entraînements d'équipe. Où là en fait ça va être des scrims, ça s'appelle, donc c'est des 55 organisés, donc team contre team, donc souvent c'est à peu près le même niveau, où nous on va chercher des niveaux un peu au-dessus aussi, c'est comme ça qu'on s'améliore, et donc c'est là où le but c'est de créer de la synergie avec tes coéquipiers et de mettre en place des stratégies en fonction des champions que joue chacun, etc. Parce que c'est vrai que le jeu il est très très dense, très compliqué, il y a 180 champions et tout le monde ne joue pas tous les champions évidemment. Et donc, c'est via les scrims, donc via les entraînements d'équipe qu'on s'améliore également. Et puis après, il y a toute une partie aussi review où tu peux avoir un coach indiv qui review tes games avec lequel tu vas review tes games en équipe et en indiv. Et puis, tu as un coach aussi d'équipe où on va faire des reviews des équipes professionnelles et on va essayer de mettre en place des choses pour pas copier, mais s'y rapprocher ou tendre vers un niveau plus élevé, quoi. En reprenant les games les plus compétitives au niveau à l'échelle, par exemple, division 1 française, division 1 coréenne, la Champions League, donc la LEC en Europe, etc. On a tendance souvent, ça se démocratise de plus en plus, l'e-sport, et on a tendance à se dire, est-ce que le sport aide l'e-sport? Est-ce que toi, après c'est un cas personnel aussi, je pense, tout dépend des joueurs, est-ce que toi, en tout cas, le sport, du coup t'en pratiques, qu'est-ce que tu nous as dit, est-ce que le sport t'aide dans ta performance? Clairement, pour moi c'est nécessaire, indispensable. Je sais pas comment le dire, mais quel mot utiliser, mais c'est clairement important. Pour le coup, mon frère est coach mental et préparateur physique, donc coach aussi sportif, quoi. Donc lui, il me gère en indiv et c'est via mon frère que je sais à quel point c'est important, parce que j'ai les stats et voilà. Puis lui, c'est pareil, on partage beaucoup de choses ensemble. Mais oui, clairement, parce que de toute façon, c'est connecté. Le mental et le physique, c'est connecté. Si t'es sous stress, dans des compétitions où il y a beaucoup de personnes qui regardent, le fait d'être bien physiquement, ça aide. Le fait d'extérioriser, d'être apte au sujet de la fatigue, parce que c'est vrai qu'il y a des games, des fois, ça peut durer très longtemps. Il y a des scrims, ça peut durer 5 heures, 6 heures. Et donc, faut être concentré pendant ces 5 heures, 6 heures. Et si tu fais pas de sport à côté, je pense qu'il y a un moment où tu lâches, où tu pètes un plomb. Et donc c'est hyper important pour moi justement de faire du sport parce que ça permet d'être stable, d'être équilibré et de pouvoir on va dire réduire la fatigue et être performant sur le long terme, quoi. Du coup, tu as des futurs objectifs que tu aimerais bien atteindre à court terme ou à long terme, potentiellement? Toujours, moi je fonctionne toujours avec des objectifs, donc ça dépend sur quel domaine. Domaine perso, sportif, e-sport, pro, comment? Ouais, plus côté e-sport, là vraiment en termes de c'est vrai que j'aime pas dire ça, mais dans 2 ans, est-ce que tu te vois encore joueur pro? Si oui, à quel niveau? Est-ce que tu te serais plus réorienté côté streamer, créateur de contenu? Est-ce que tu veux complètement arrêter le gaming? Enfin, comment tu te vois dans 2 ans? C'est vrai que ça c'est une question que je me pose presque tous les jours. C'est compliqué parce que ça dépend beaucoup des opportunités. Moi, c'est clair dans ma tête, je veux rester dans le milieu, que ce soit à travers le joueur pro, coach ou streamer, caster, n'importe. Je sais que c'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine d'avenir et il y a énormément de choses à faire. Donc j'ai vraiment envie de travailler là dans ce secteur et je sais que dans 2 ans j'y serai encore. Maintenant, joueur pro, ça dépend vraiment des opportunités parce que c'est pareil, des fois c'est dur d'en vivre. Donc c'est pareil, des fois tu peux faire un split où tu gagnes beaucoup d'argent et un autre où en fait t'as pas de proposition tout simplement parce que c'est très vite bouché entre guillemets parce que dans une ligue, dans les meilleures ligues il y a 10 équipes, donc 10 places à ton poste et s'il y a des gars ça fait 5-6 ans qui performent au meilleur niveau, c'est dur d'aller chercher leur place
Donc même si t'es le meilleur de la ligue d'en dessous, bah des fois c'est compliqué de monter. Donc il faut, ça dépend des opportunités. Moi oui, j'aimerais bien être joueur pro encore dans 2 ans. En termes d'objectifs, là actuellement, je suis dans la Ligue 1 belge, donc dans une ERL 1, ça s'appelle. Et en fait, on a accès aux EU Masters, EUMEA, si on finit top 2 de notre ligue sur 8. Et donc le but là, c'est d'arriver en play-off déjà dans un premier temps, donc il faut être dans les 4 premiers, et ensuite dans les play-offs gagner notre match de demi-finale pour arriver en finale tout simplement, et dans les 2 premiers pour participer aux EU Masters, parce que en termes de visibilité ça fait x100 quoi en termes de visibilité. Ce serait big, hein. Ouais, ce serait énorme, hein. Donc participer au championnat européen, et puis après c'est pareil, si déjà on arrive à cette étape là, ce serait génial. Et puis maintenant si on peut performer carrément au championnat européen, c'est sûr qu'en termes de propositions il y en aura. Donc après à voir en fonction de ma forme, des propositions, de comment ça se passe. Mais j'adore le quotidien que j'ai, le fait de performer, de faire attention à mon alimentation, à mon sommeil, à mon physique, et puis de tout donner tous les jours pour devenir meilleur quoi. Forcément j'ai envie d'être dans cet environnement, on va dire, le plus longtemps possible. Allez, on est sur notre dernière question, Vix. J'aimerais bien revenir du coup sur le côté stress. Toi, tu as déjà joué dans des grosses périodes de stress, parce que là je vous suis, hein, du coup, ça se passe plutôt bien, à ce que j'ai vu. Récemment, oui. Au début, c'était dur. Au début, c'était compliqué. C'était dur, mais là, récemment, ça se passe bien. Oui. Est-ce que, parce que le mental, au début, ça se passe mal, est-ce que, à un moment, dans ta tête, tu te dis, ok, bon, on a perdu tant de matchs d'affilée, on est foutu. Est-ce que tu as l'appréhension que qu'un de tes coéquipiers va lâcher, va dire vas-y on est nul, on arrête, ou est-ce que justement t'es confiant et du coup toute cette partie de gestion de stress en plus, t'arrives à la dégager et à rester concentré en mettant la défaite de côté? C'est vrai que ça se travaille énormément. Forcément, il y a toujours une part d'humain. Personne n'aime enchaîner les défaites. Maintenant, ça dépend de la manière, ça dépend de l'attitude, surtout. En soi, moi, perdre, je m'en fiche. Maintenant, c'est comment on réagit face à la défaite qui est intéressant. Et si je vois que tout le monde travaille de son côté, en tout cas, moi, je vais essayer de montrer l'exemple. Je vais essayer de travailler au maximum et de montrer que je suis là pour review les games, pour travailler encore plus en indiv, pour être performant au maximum en scrim. Si je vois que tout le monde est dans le même mood, je sais que la victoire va arriver. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas lâché, on s'est entraidé, on a discuté, on a essayé de faire des choses ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Et on va dire que nos défaites étaient des défaites évitables, où on avait quand même bien joué dans la partie. Donc, c'était pas des défaites vraiment où on se fait exploser. Et là, pour le coup, c'est facile de perdre le mental. Donc, il y a toujours ce petit truc dans le coin de la tête en mode c'est dommage quoi. Enfin, on voyait les EU Masters, les championnats européens partir de plus en plus. Et là maintenant les 4 victoires d'affilée, ça fait du bien. Mais je pense que oui, l'attitude de chacun est importante. Essayer de montrer l'exemple en tant que moi je suis jungler, donc c'est un peu leader au début de la partie. C'est moi qui donne le ton. Donc j'essaie de montrer l'exemple et de rester toujours positif même quand ça se passe mal. Et même hors game, de montrer l'exemple également, de montrer que je travaille beaucoup de mon côté et j'essaie de tirer tout le monde vers le haut tout simplement. Mais c'est vrai que la gestion du stress c'est quelque chose qui est hyper important et j'ai beaucoup travaillé ça avec mon frère justement qui est coach mental, parce que même de jouer devant des milliers de personnes des fois ça fout les jetons et au début c'était dur. Maintenant avec l'expérience c'est de moins en moins c'est plus du bon stress je dirais, c'est moins en moins c'est de plus en plus facile de gérer ce stress. Avant les games. Notre invité, c'était Stan Pelli, joueur professionnel. Encore un grand merci Stan. Merci à vous les gars, passez une très bonne bientôt. Merci. Vix, on continue la suite de notre émission. On continue Combo. Vix, toujours intéressant d'avoir des joueurs professionnels. Ils nous racontent leur quotidien, comment ils sont arrivés et surtout comment on perdure. Et ça, c'est important quand on est pro. C'est vrai parce que comme on l'a dit pendant l'interview, c'est super intéressant d'avoir son ressenti parce que finalement l'e-sport tourne autour des joueurs professionnels.
sans joueurs professionnels, il n'y a pas d'e-sport. Donc, Ce sont nos stars. on n'a pas. Voilà, c'est clairement les stars de l'e-sport. Donc, vraiment, merci Stan d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, comment on fabrique Combo, petite parenthèse, l'interview est bien évidemment coupée puisqu'on a entre 12 et 13 minutes par interview, mais sachez que l'intégralité de l'interview fait à peu près 20 minutes avec Stan, et si vous avez envie d'écouter l'intégralité, eh bien on vous invite à vous orienter sur YouTube et vous aurez l'intégralité de l'interview de Stan et également de notre deuxième invité qui va arriver dans quelques instants. Il est temps de passer maintenant à c'est le moment que je préfère, moi, c'est les questions des auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, ce ne sont que des garçons. Il est temps d'écouter et de faire marcher le petit téléphone. Vix, on va écouter notre premier auditeur, c'est Antonin. Il a une question pour toi. Enfin, de toute façon, les questions, elles sont toutes pour toi. Allez, Antonin. Bonjour, je m'appelle Antonin, j'ai 20 ans. J'avais une question. Est-ce que c'est reconnu comme un métier l'e-sport et est-ce qu'on cotise pour la retraite? Vix, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Antonin? C'est vrai que c'est une question très très intéressante et que, en fait, mine de rien, quand on est dans le milieu de l'e-sport, on se la pose pas vraiment parce que ça nous paraît logique, mais ça ne l'est pas. Parce que oui, l'e-sport, on dirait que c'est un métier. Là, enfin, comment Antonin en parle, j'ai l'impression qu'il a l'impression que l'e-sport c'est un métier. Mais en fait, l'e-sport c'est comme le sport. Donc, est-ce que le sport est reconnu comme un métier ? Tout dépend ce qu'on en fait et tout dépend les différents acteurs de ce métier. Par exemple, dans l'e-sport, on va retrouver des régisseurs généraux qui sont dédiés à l'e-sport, on va avoir des graphistes e-sport, on va avoir des joueurs e-sport, on va avoir des managers, des coachs e-sport. Donc là, tout ce gratin en fait de professionnels e-sport sont bien évidemment reconnus dans le métier de l'e-sport et payés. Ça c'est sûr, c'est comme tous les sportifs. Après, on a différentes gammes de métiers dans l'e-sport. On va avoir le côté amateur. L'amateur, enfin un peu comparé au sport. Au début, c'est pas payé. Ensuite, on arrive peut-être à dégoter un petit sponsor, à se faire remarquer, comme Stan il a dit tout à l'heure, à se faire découvrir en fait aux différentes structures. Et une fois qu'on arrive dans ce domaine de structure, il y a tout un côté quadrillage, professionnalisation. Donc tout métier apporte salaire et donc on peut cotiser à la retraite. Et tout dépend d'ailleurs du régime. Parce qu'on a des joueurs qui sont en indépendance, donc qui sont en auto-entreprise et là qui ne cotisent pas à la retraite, sauf s'ils la payent en plus à côté. Mais il y a une petite partie quand même. Quand tu es indépendant, il y a une petite, pas beaucoup, hein, tu as une petite retraite, mais tu cotises quand même un petit peu. Un tout petit peu, mais c'est pour ça que du coup je l'ai dit quasiment pas. Mais finalement, en fait, l'e-sport est sous le même régime que tous les autres métiers. Et ça a été le travail de France e-sport pendant les années Covid de structurer et de quadriller en fait tout cet écosystème e-sport pour savoir qui a quoi, quel métier est taxé à combien, c'est quoi les régimes, comment on les inclut, parce que forcément il y a eu besoin en fait de le faire, de le structurer, d'aider, de conseiller. En plus, ça touche souvent des jeunes qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Et comme tu le disais, c'est comme chaque prestataire de service qui va créer son entreprise. Et voilà, donc on rentre sur ce régime général. C'est vrai qu'on rappelle que les joueurs, la plupart des joueurs professionnels sont détectés très tôt. Donc on peut avoir des joueurs pros dès 15 ans qui sont déjà dans le circuit amateur, voire plus jeunes. Et pour les plus doués, dès 18 ans, dès 17 ans, sont déjà dans le milieu professionnel à plein temps. Et donc, ils n'ont pas eu forcément d'aide au début pour se structurer. Donc, c'est aussi un objectif après, par la suite, d'aider justement ces jeunes-là à s'orienter et surtout à pas se faire escroquer. Parce que dans tous les métiers du monde, forcément, quand quelqu'un découvre quelque chose et quand quelqu'un le découvre un peu au compte-gouttes, bah, il y a des requins, voilà, qui peuvent essayer de faire du mal aux différentes carrières. Donc ça c'est aussi un des enjeux de France e-sport, mais on en reviendra juste après. Tout à l'heure, et peut-être faire le parallèle avec les joueurs professionnels qui ont tous des structures avec les droits à l'image. Je ne sais pas si pour les joueurs professionnels de e-sport, ils y ont droit, mais il y a aussi peut-être la possibilité de se renseigner auprès d'un comptable pour savoir si on peut monter une entreprise en droit à l'image. Oui. Il y a quelques avantages, je crois, au niveau entreprise, mais ça aussi, il faut aller voir un conseiller, il faut aller voir un comptable, ou alors un avocat, mais un comptable, c'est peut-être plus sympa pour avoir des renseignements. Il est
temps de passer maintenant à la deuxième question. Elle est toujours pour toi, Vix. Eh bien, Allez, c'est j'écoute. Alexis qui te la pose. Salut à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 24 ans. Quelle proportion va prendre l'e-sport dans la vie des 24-30 ans, dans les années à venir ? Merci, Alexis. Bon, Vix, qu'est-ce qu'on répond à notre ami Alexis ? Ah bah moi alors personnellement moi ça me concerne de plein fouet parce que là j'ai 24 ans donc il a dit 24-30 ans, je suis au début de son créneau et d'ailleurs ça me rassure un peu, voilà. J'arrive Moi, je suis doucement à vers la les fin. 30 ans. Je suis à la fin de son créneau, c'est bon. Ouais t'es à la fin ouais. À la fin, ouais. Pas Oh là là, encore, non, pas non. encore. Non mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que le jeu vidéo a énormément évolué, on a tous connu le jeu vidéo, c'est-à-dire que moi toute ma génération, on a grandi dans la découverte du jeu vidéo avec la PlayStation, la PS2 qui a été formée, la GameCube, enfin vraiment les premières consoles de jeux vidéo un peu plus ou moins e-sport. Je parle pas vraiment des premières consoles parce que l'e-sport c'est encore assez différent. Mais oui, du coup maintenant ces jeunes-là qui ont grandi avec le jeu vidéo, s'ils ont continué à terme, ils font quasiment tous de l'e-sport ou du gaming, mais ils sont côtoyés toujours au monde de l'e-sport, donc ils sont toujours dedans. Et qu'est-ce qu'ils font en fait ? C'est quoi les proportions dans la vie de quelqu'un qui a grandi avec le gaming ? Moi, après je suis un hardcore gamer, c'est-à-dire que là j'ai 24 ans, ma soif de jeux vidéo c'est pas encore arrêté, et je pense pas que ça s'arrête un jour, parce que c'est vraiment ancré et passion. Mais alors on a eu autour de moi, ce que je vois c'est qu'on a eu différents profils, on a eu des profils qui se sont un peu assagis du jeu vidéo, donc qui se sont tournés plutôt vers une vie métier plus classique et du coup qui ont gardé le jeu vidéo en passion mais qui continuent à le faire de temps en temps. Ensuite, Ils ont surtout moins de temps. Oui, Avec bah voilà, le c'est boulot, ça. la famille, ça doit être compliqué. C'est ça, exactement. Donc soit ils ont moins de temps et du coup ils y consacrent moins de temps. Ceux qui n'ont pas encore, moi par exemple j'ai pas encore d'enfants, donc je me consacre énormément encore aux jeux vidéo, puis je suis dans le circuit semi-professionnel de League of Legends, donc je m'impacte vraiment dans le jeu vidéo, et donc on est toujours dedans, on est toujours à fond, mais on le prend de façon plus mature. Par exemple, moi ça m'arrive aussi pas mal de fois d'accompagner des jeunes qui se posent pas mal de questions. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois le faire ? Est-ce que ça c'est une bonne perche ? Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que je dois pas y aller ? Enfin voilà, moi j'hésite pas à répondre aux questions des jeunes, à aider les jeunes en fait, parce que j'ai eu toute l'expérience que j'ai traversée dans ces moments-là. Moi à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, je devais être joueur pro sur LoL. Et ça s'est pas trop fait, je l'ai pas fait parce que bon, j'ai aussi choisi ma vie perso, mais j'ai été très très mal structuré et j'ai eu du mal à me lancer tout seul par peur en fait, et donc quand je vois plein de jeunes qui me posent des questions, ça me fait trop plaisir parce que je continue à les accompagner, et je pense que ceux qui ont 24-30 ans là aujourd'hui justement ils ont ce côté un peu plus mature du jeu vidéo et de l'e-sport et le voient complètement différent, et c'est super fort en fait moi, je trouve ça vraiment ultra important d'avoir tous les âges dans un métier, parce que le jeu vidéo et l'e-sport, pendant un moment, quand j'ai commencé l'e-sport, c'était quasiment que des jeunes, c'était que des gamins. On était tous là à vouloir faire de l'e-sport, à faire du jeu vidéo, mais parler aux adultes, c'était compliqué parce qu'ils comprenaient pas trop. Maintenant, nous, les adultes, on comprend les plus jeunes sur ce domaine-là, donc c'est super intéressant, et c'est aussi un peu notre devoir de le faire. Et dernier petit point par rapport à ça, on va dire que 24-30 ans, il y en a qui commencent à avoir des enfants, et rien de tel qu'un bon gamer qui a connu le jeu vidéo par excès, qui arrivera à comprendre, raisonner. Voilà, à Ouais, comprendre et à enfant, raisonner les enfants, surtout du jeu vidéo. Et surtout, c'est bien de jouer, ouais. C'est bien de jouer, mais c'est bien également d'aller jouer un petit peu dehors et prendre l'air avec les copains. Enfin là, c'est un vieux con qui parle, mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver le mixte. Il faut trouver le mix. Il faut se faire plaisir dans tous les domaines, mais il faut pas que ça penche d'un côté et pas de l'autre. Troisième question, c'est Antonin qui revient. Allez Antonin, c'est à toi. Et j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez des axes d'amélioration prévus pour la pérennité de l'e-sport ? Merci. Alors c'est vrai que les axes d'amélioration, ils sont nombreux parce que l'e-sport c'est un univers
en croissance en fait. Ça part de rien et il est en pleine construction. Contrairement au sport où on est un peu arrivé, je dirais pas forcément à l'apogée, mais on a une solution, on a un modèle économique qui est très fort. On le connaît, notre modèle pour le sport. L'e-sport est en train de se créer, donc tout est à faire, même s'il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont déjà été faites, mais on continue. Et un enjeu principal de la France, un axe d'amélioration et une envie de la France, c'est d'être le leader européen d'ici 2025 concernant l'e-sport. Ça a été annoncé. Vous pouvez le retrouver sur entreprise.gouv.fr. Vous allez voir, il y a pas mal d'axes d'amélioration et pas mal d'enjeux qui sont proposés par la France au niveau européen. C'est très très intéressant et ça fait plaisir en tout cas. Moi, je suis vraiment content que mon pays en fait s'y intéresse. Et ensuite, pour revenir à des axes un peu plus légers qu'être le leader européen, on va avoir aussi tout ce qui est accompagnement. Donc ça, tout à l'heure, j'en ai parlé un peu sur la question d'avant. Donc, accompagner le parcours de formation des jeunes à travers le format universitaire. Donc créer incorporer ce format e-sport au sport traditionnel dans les universités. Donc proposer de l'e-sport dans les universités, des salles de gaming complètement dédiées pour les jeunes, vraiment les structurer en fait, pour pas que le jeu vidéo se perde, un peu comme nous, comme ma génération où en fait on rentrait après les cours, on n'avait qu'une envie, c'était d'allumer la console, d'allumer le PC et de jouer sans retenue et de jouer sans heure. Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure solution pour être bon sur le jeu. Mieux vaut jouer de façon disciplinée et progresser de façon intelligente. Je prends l'exemple toujours du jeune. Tu prends deux jeunes qui sont au même âge, au même niveau, plus ou moins. Il y en a un que tu laisses jouer tout seul et il va jouer à fond pour pouvoir avoir le meilleur niveau. Et un jeune qui est accompagné et qui rentre dans ce système un peu structuré de ok, on prend notre temps, on réfléchit, on va jouer moins, mais on va réfléchir plus à comment s'améliorer. Et bien ce jeune-là qui aura moins joué deviendra sûrement plus fort que le jeune qui a beaucoup joué. Tout dépend du jeu aussi. On a des jeux qui nécessitent de la mémoire musculaire. Je pense notamment à Rocket League où il y a beaucoup de répétitions, il faut beaucoup répéter pour être bon. Et des jeux comme League of Legends où c'est beaucoup de stratégie. Si tu ne comprends pas, tu n'avanceras pas. Donc ça c'est le premier point un peu de côté structuration. Vraiment le gros point un peu structuré, les jeunes, les accompagner et surtout ne pas les lâcher en fait du début à la fin pour former des athlètes de haut niveau tout simplement. Ensuite on a mettre la politique un peu au cœur un peu de l'e-sport pour essayer de démocratiser le truc et de développer encore plus l'impact des acteurs e-sport français. Et après, bien évidemment, on veut que la France, je reviens sur le point du début, devenir le leader européen. On veut que l'attractivité de la France soit puissante et que ça donne envie de venir en France pour son e-sport. Merci à nos deux auditeurs pour ces 3 questions. Alors c'était des questions un petit peu sérieuses aujourd'hui, mais vous pouvez également nous poser des questions un petit peu délire sur plein de jeux, des jeux, même des jeux que vous jouez sur le téléphone, des jeux que vous jouez en console, des jeux que vous jouez sur les ordinateurs, et puis des jeux, enfin voilà, plein de questions, même des rigolotes, et on sera là pour y répondre. Mais aujourd'hui c'était un peu dans le thème, puisque notre prochain invité, est l'un des responsables territoriaux de France eSport. On va le rejoindre dans quelques instants, mais encore un grand merci à nos 2 auditeurs fidèles, puisque ils ont suivi le premier épisode et tout de suite ils nous ont envoyé des questions. Donc encore un grand merci à Antonin et Alexis, et il est temps maintenant de rejoindre notre 2e invité. Jingle. Vix, notre invité, est là, il nous attend, il va tout nous dire sur cette grande nouveauté, cette antenne régionale. Aura, on a la chance d'avoir le délégué territorial avec nous, Romain Ragusa. Romain, bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour Romain. Vix, tu vas nous parler de notre invité, tu le connais bien, et c'est surtout quelque chose de très important dans le e-sport. Et je suis impatient vraiment de découvrir Romain, et surtout de toutes les choses qu'il va nous dire et qui va plaire certainement à tous les joueurs. C'est vrai qu'avec Romain... Les joueuses. Oui, exactement. C'est vrai qu'avec Romain, on a eu l'occasion déjà de se voir. On a échangé un sandwich à la gare
à la gare Pardieu à Lyon. Non, c'était très agréable, très cool. On a beaucoup échangé, c'est vrai, côté professionnel. On a échangé aussi à travers l'antenne de la région, bien évidemment. Mais j'ai hâte aussi de t'entendre, Romain, un peu sur toi, un peu ta personne, et un peu l'écosystème où tu as grandi, où tu as évolué. Donc, présente-toi dans un premier temps et on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Romain Ragusa. Voilà. Donc moi j'ai un parcours qui est très atypique puisque comme je l'explique à chaque fois, je viens de nulle part et je suis personne. Je me suis fait entre guillemets un peu tout seul dans ce domaine puisque j'ai débarqué à Lyon donc sans diplôme, sans rien et j'avais un objectif qui était de transmettre en fait ce que le jeu vidéo peut apporter dans un quotidien puisque moi j'ai eu une enfance qui a été assez compliquée et le jeu vidéo m'a permis de traverser ça. Donc en fait je suis joueur depuis tout petit puisque ma première console pour tout dire c'est la Game Boy, la toute première, la grosse que j'avais achetée à mon papa. Jérôme a dû connaître. Ouais, ça. Ouais, mais j'étais pas fan de Game Boy, moi. Mais... Tu sais, moi j'étais plutôt Sega. Hein. J'étais plutôt Sega que Sega, toi, ok. Sega, c'est plus fort que toi, hein, tu le sais. Et donc du coup voilà, donc là on a acheté ça parce que mon papa a eu un grave accident et comme il était alité et il ne pouvait pas bouger, on avait trouvé il y avait ça qui venait de sortir et c'est comme ça que le jeu vidéo est rentré dans ma maison. Voilà. Et ensuite voilà, j'ai découvert les compétitions, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai grandi avec ça et je me suis retrouvé à Lyon donc en 2013-2014, j'ai plus la date exacte. Ça doit être 2014 puisque je suis en 2024 et j'ai dit que ça faisait 10 ans. Ouais, donc c'est ça, donc 2014. Et j'ai découvert l'écosystème lyonnais quand je suis arrivé à Lyon, du monde du jeu vidéo, donc les organisateurs, les associations, enfin il y a tout un tas de trucs et les éditeurs aussi, parce qu'on a une ville à Lyon qui est énormément peuplée d'éditeurs de jeux vidéo. On a Arcade Studio, on a Every Tower de comment ils s'appellent, Ubisoft, on a EA, on a Bandai Namco qui est arrivé à Lyon et qui a quitté ses locaux à Paris pour Lyon, donc c'est quand même une grosse ville de jeux vidéo et on a découvert tout ça et je me suis dit mais en fait c'est peut-être aussi que je vais peut-être pouvoir faire ma mission qui était de dire ce que le jeu vidéo m'a donné, je veux montrer que c'est possible pour tout le monde et que l'e-sport notamment, vu que c'était à peine en émergence et encore on en entendait parler vite fait, le terme e-sport n'existait même pas en 2015 quand je me suis lancé. Du coup je me suis dit c'est ici que je vais pouvoir faire quelque chose et je me suis dit tiens je vais lancer ma boîte. Je me suis associé avec Lina Pif qui était donc mon associé et avec qui on a construit ce truc là. À la base on devait faire une petite salle pour expliquer l'e-sport, finalement on a fini avec le plus grand centre français d'e-sport avec 800 mètres carrés full équipé. Pour ceux qui ont entendu parler de La Source, je vous invite à regarder YouTube et les réseaux. Il y a encore des restes malgré que le centre a fermé après Covid, puisqu'il n'a pas survécu malheureusement. Et du coup, je me suis relancé dans d'autres trucs. Là, j'ai pris des parts dans un studio de jeux vidéo. J'ai créé une boîte de production sur l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, que je ne connaissais pas, et que ces 10 dernières années, j'ai appris ce que c'était que l'entrepreneuriat. Donc, pareil, dans l'idée de dire, l'entrepreneuriat m'a sorti du chômage, entre guillemets, et m'a donné une raison un peu d'exister. Du coup, je le transmets. Voilà. Donc, j'ai créé avec des amis entrepreneurs le studio Rappi. J'ai la chaîne Twitch Launcher que je gère au travers de ce studio et on transmet des émissions, on fait plein de trucs sur l'entrepreneuriat pour expliquer comment monter une boîte, machin, tout ça. Donc voilà, je suis un peu un multicasquette, je fais pas mal de choses, je touche un peu à tout. Et via mon passif, donc du coup on y vient de gros joueurs de jeux vidéo et depuis le début, quand France eSport s'est créé, donc en 2016, on a fait partie des premiers acteurs avec La Source à intégrer l'association et à dire, nous on veut être un acteur qui fait bouger les choses au niveau national et avec le gouvernement. Donc depuis toujours, en fait, on s'engage avec France eSport. On a rencontré évidemment énormément d'acteurs en 10 ans, donc mon visage a parlé à beaucoup de gens. Mes actions aussi ont fait que. Et donc quand les gens se sont réunis pour dire il faut une antenne régionale et on va faire avancer l'aura de manière un peu plus ciblée avec les acteurs de la région, en fait lors d'une réunion, moi je me suis dit
moi je veux bien me présenter, et tout le monde a dit bah si Romain se présente, ok, c'est celui qui fait le plus de liens avec tout le monde, donc ça paraît évident entre guillemets que ce soit Romain. Qu'est-ce que c'est France e-sport? Mais maintenant on a envie de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. T'as parlé du gouvernement, t'as parlé de la France, t'as parlé de e-sport, on est très curieux. France e-sport, c'est quoi? C'est en fait une association qui a été créée par ce que j'appelle les vieux de la vieille. Donc c'est vraiment les vieux acteurs de l'e-sport. Donc on a des gens comme Mathieu Dallon, on a des gens comme Nicolas Di Martino, Stéphane Eutin, Désiré Coussao notamment, Sami Warfeli. Enfin voilà, ce sont des gens qui, comme ça, si je dis les noms, en fait, ça ressort pas forcément pour des gens qui ne sont pas du milieu, mais en gros c'est les papas de l'e-sport, quoi. C'est vraiment, et du même voire du jeu vidéo pour certains, c'est des gens qui ont toujours travaillé dans ce domaine-là depuis des années, qui ont fait avancer les choses, la Paris Games Week par exemple, la plupart des noms que j'ai donnés, c'est eux qui la gèrent, avec Webedia et compagnie. Donc voilà, ce sont des très très gros acteurs de notre pays qui se sont réunis, qui se sont dit bon, il faut faire quelque chose, il faut créer un truc, parce que là aujourd'hui ça part dans tous les sens, on parle de compétition, le gouvernement commençait à l'époque à voir les cash prizes qui basculaient de la main des éditeurs aux gamins. C'était l'époque où Fortnite avait donné, je crois, 3 millions de dollars à un gamin lors de sa finale. Enfin voilà, les sommes commençaient à être astronomiques. On parlait de Dota qui donnait, pareil, plusieurs dizaines de millions d'euros à des gars qui gagnaient leur cup. Donc il y avait toute cette émulsion, j'ai envie de dire, autour de l'e-sport, et le gouvernement commençait de plus en plus à regarder et à vouloir mettre son nez dedans. Et en fait, il y avait ils ont voulu mettre le nez dedans pour récupérer un peu d'argent sur les primes, ou pour vous aider à développer le e-sport un petit peu partout? Non, soyons clairs, ce qui les a fait venir, c'est l'argent. Hein. Je pense que ce serait être hypocrite de dire qu'ils ont voulu faire. C'est l'idée de départ. Mais voilà. En fait, c'est quand ils ont vu tout cet argent qui passait de partout, ils se sont dit, mais attends, pourquoi il n'y a pas de taxe là-dessus, hein, concrètement, soyons clairs. Donc du coup, ça a été la première approche. Mais à la limite, tant mieux, parce que du coup, ça a attiré l'attention. D'ailleurs, c'est pour ça que les premières missions que le gouvernement a données à France e-sport, ça a été de structurer le milieu professionnel. Ils ont dit, on veut que tout ce qui est joueur pro, ils aient des salaires, ils aient des contrats, et que tout soit structuré pour que, concrètement, si on a un contrat, on a des impôts dessus et compagnie. Voilà. Donc en fait, ils ont voulu vraiment structurer ce truc-là au travers des clubs pro et des joueurs pro. Donc ça a été les premières missions d'ailleurs qu'on a eu avec France e-sport National. Donc France e-sport, comme je disais, c'est l'association que ces gens en fait ont créé pour pouvoir discuter avec le gouvernement, et en disant voilà, on a réuni entre guillemets les très gros acteurs, on a fondé ça, et après ils ont ouvert l'association à tous les acteurs, donc joueurs, organisateurs, clubs, entreprises, enfin peu importe. Il y a même un collège sympathisant, comme on l'appelle dans l'association, qui dit que si on n'est pas de l'e-sport, mais que le sommet nous intéresse, on peut venir dans l'association pour apporter peut-être un savoir-faire et aussi apprendre ce que c'est que l'e-sport, notamment tout ce qui est avocat, gestion, comptabilité, ces trucs-là. L'e-sport, concrètement, ils s'en foutent un peu, mais par contre, ils ont des savoir-faire et ils ont potentiellement des clients qui peuvent venir de ce domaine-là. Donc nous, en fait, on les éduque un peu au domaine de l'e-sport. Ils apprennent des nouvelles choses. On a énormément travaillé avec des cabinets d'avocats qui ont permis aussi d'écrire de nouvelles lois qu'on a soumis au gouvernement. Donc voilà, avec les sympathisants, il y a du donnant-donnant. Et ça permet de faire avancer un peu la machine. Notre dernière question, est-ce qu'on parle de l'avenir ? Si tu veux que je te donne une vision absolue du truc que moi j'ai, alors c'est ma vision, hein, c'est aussi, c'est partagé en tout cas, au moins dans l'antenne, puisqu'on en a beaucoup parlé avec les autres. Mais pour moi, en fait, moi, le but, c'est de faire vraiment vivre l'e-sport. On a beaucoup à apprendre du sport. Pour moi, le sport, c'est très complémentaire à l'e-sport aujourd'hui. Beaucoup s'amusent à les mettre en face à face, mais en vérité, on est deux frères. Hein, on est juste le petit frère du sport. Aujourd'hui, et c'est là que la politique va nous obliger aussi à aller dans ce sens-là, c'est que pour moi, dans 10 ans, 20 ans, il y aura des clubs e-sport. Alors, est-ce que ce sera Omni e-sport ? Est-ce que ce sera dans les clubs déjà existants Omnisport ? Ça, j'en sais rien. Je vois pas j'ai pas de boule magique. Mais
pour moi, il y aura des clubs locaux, comme il existe dans le sport, avec peut-être des spécialités par jeu, peut-être comme il y aurait des spécialités de sport. Voilà, moi, au taekwondo, on va dans un club de taekwondo, peut-être qu'il y aura un club de CSGO, j'en sais rien. Est-ce que pour d'accord. Est-ce que pour simplifier le truc, on aura des clubs d'e-sport et à ce moment-là, tiens, le club d'e-sport de Clermont-Ferrand, il fait du CS, il fait du StarCraft, il fait du machin. Donc lui, si je vais dans cette zone-là à Clermont, je sais que je peux jouer à ça. Peut-être qu'il y aura peut-être 2 clubs à Clermont, un qui fera certains jeux, d'autres qui en fera d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui sera sûr, c'est que dans l'avenir, il y aura des clubs physiques qui vont faire fonctionner comme le sport, des gamins avec des adhésions, créer un vrai modèle économique qui n'existe absolument pas aujourd'hui. C'est un très gros problème. Aujourd'hui, moi, j'ai accompagné des clubs, et notamment Zephyr à Lyon. Plusieurs fois, on a eu des discussions en me disant « Mais Romain, je peux pas mettre d'adhésion parce que si je mets des adhésions, les gens ne s'inscrivent pas et je perds mes bénévoles. » Bah oui, mais parce que tes bénévoles, en fait, ils sont bénévoles dans la France. Combien de Lyonnais en fait dans ton club? Et c'est ça le problème. Et en fait, quand la politique, moi j'avais déjà eu des discussions avec eux, ils disaient mais je vais pas donner 3 000 € ou 4 000 € d'aide à un club e-sport lyonnais si tu me dis qu'il y a 2 adhérents lyonnais et que le reste ils sont... Donc il y a des formats, il y a des idées. Aujourd'hui c'est à construire. Mais dans tous les cas, quel que soit le format qu'on imaginera pour l'avenir, il sera physique et il sera financé par du local. Donc c'est pour ça que c'est super important de créer le plus d'antennes possible et d'aller chercher à structurer tout ça au niveau local. Génial. Quelle interview. Merci beaucoup, Romain. Formidable. Franchement, super enrichissant. Merci beaucoup de ton temps et de toutes tes explications. T'étais très très clair. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Encore un grand merci, Romain. Bien évidemment, on reste en contact. Vix, toi, tu rentres dans la grande maison Francis Sport, donc tu auras plein d'infos à nous donner. Et je le retransmettrai avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup, Romain. Merci à vous. À bientôt. Plein de belles choses, plein de réussites. Et Vix, nous, on va terminer tranquillement cette émission avec nos dernières chroniques et on dira au revoir dans quelques instants à ceux et celles qui apprécient Combo. Romain, merci. Vix, on continue. Vix, c'était hyper intéressant. On rentre dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément et c'est vrai que là aussi, on a à peu près 13 minutes d'interview, mais sachez que l'intégralité de l'interview, elle fait à peu près 30 minutes que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube. Donc si vous avez envie d'avoir cette intégralité, si vous voulez avoir plus de renseignements, de partager, si vous êtes un fan d'e-sport et si vous voulez connaître cette fédération, comme nous l'a dit notre invité Romain, vous allez pouvoir aller écouter cette interview en intégralité sur notre chaîne YouTube. Toi, Vix, tu vas avoir un rôle important aussi, puisque toi, tu fais ces podcasts du Puy-de-Dôme et tu vas avoir un rôle important et tu pourras nous faire des remontées régulières. Ouais, exactement. D'ailleurs, je passe un petit point, mais n'hésitez pas à prendre contact avec votre délégué départemental chez Francis Sport, que vous soyez un acteur professionnel, privé, particulier, joueur, association, que vous voulez faire de l'e-sport, en tout cas dans votre département, n'hésitez pas à prendre contact avec votre délégué départemental pour vous faire recenser et surtout avoir du poids et être plus suivi. N'hésitez pas, c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de renseignements, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors sur les podcasts, vous avez notre email et on y répondra bien évidemment si vous avez des questions. Et bien il est temps de passer maintenant aux events et à la conclusion de l'épisode numéro 2, Combo. Et oui, alors je vais parler de 2 events et surtout de 1 en fait, globalement. Le premier, on a la convention Geek, la Clermont Geek Convention, je l'ai dit à l'envers, qui aura lieu le 16 et 17 mars 2024 à Clermont-Ferrand. N'hésitez pas, le format est très sympa et cette année, ils ont vraiment mis la barre assez haute côté jeux vidéo e-sport. Donc c'est avec plaisir qu'on s'y retrouvera là-bas. J'y serai sûrement, donc venez. Et ensuite, on a bien évidemment la connue, la Gamers Assembly. La Gamers Assembly qui aura lieu le week-end du 30 mars jusqu'au 1er avril. On a 4 jours de pur bonheur. C'est bientôt, finalement. C'est bientôt. À quel endroit, Vix ? C'est à Poitiers. Parc des Expos à Poitiers. Pour la petite anecdote, c'est la plus grande LAN party de France et la 3e d'Europe. Donc on rigole pas là, on est sur du format très hardcore,
très professionnel. On a énormément de joueurs. On dépasse les 2-3 000 joueurs. On a Counter-Strike 2. On a eSport FC24. Escape from Tarkov, on a Halo, on a plein de joueurs libres, on a du League of Legends, du Osu, Overwatch, Pokémon Unite, StarCraft, Street Fighter, Super Smash Bros, TFT, Tekken, R6, Oula, Trackmania. Ouais. R6, tu connais R6? Oui, R6, c'est une voiture. Mon père en a une. C'était une Renault 6, elle était orange, je crois, à l'époque. Bah, c'est quasiment pareil, mais C'est avec pareil, des armes à feu. mais ça va plus vite. Exactement. Et Valorant, bien sûr, n'hésitez pas à venir. Et même en tant que spectateur, pas forcément en tant que joueur, vous avez tout un hall qui est ouvert pour tous, avec des animations et pas mal de petits points. Donc n'hésitez pas. Non, je rigole pas, il a vraiment une R6. Hein. On a une R12, une R6. Non, c'est une R5. Ouais, tu sais, avant, les Renault, on les appelait les R. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Voilà pour les événements. Alors, on essaiera aussi, si vous êtes organisateur d'événements, vous pouvez nous communiquer vos événements. On les annoncera en fin d'émission. Et puis, de temps en temps, on essaiera aussi d'avoir les organisateurs, peut-être en interview un petit peu décalée sur la chaîne YouTube et sur le podcast. Et voilà, donc pourquoi pas dans quelques jours avoir le responsable de Poitiers qui nous parle un tout petit peu plus de cet événement qui va avoir lieu. On rappelle les dates à Poitiers ? Le week-end du 30 mars au 1er avril, sur 4 jours. Voilà, donc on essaiera quand même de vous donner peut-être plus d'informations sur cet événement qui est assez incroyable en France pour tous les gamers. Il est temps de conclure ce deuxième numéro de combo. C'est passé vite, c'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a intéressé, surtout vous qui êtes en voiture, en train de marcher, en train de faire du sport. Voilà, on a vraiment besoin de vos retours et de partager un maximum, comme vous l'avez fait pour le premier numéro, de partager pour qu'on puisse être connu de plus en plus, puisque quand on a un numéro 2, on est tout petit, on essaie de grandir, et surtout donnez-nous vos sentiments, donnez-nous vos idées pour qu'on puisse améliorer et aller dans le sens des podcasts que vous appréciez. Vix, c'était top. Merci beaucoup, Jérôme. Bah ouais. T'en as envie d'être au numéro 3, hein, mois de mars. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, mois de mars, numéro 3. Ce sera pour le numéro 3, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur les podcasts, sur Apple Podcasts, les 5 étoiles, sur Spotify, enfin voilà. Mettez le paquet sur YouTube, abonnez-vous, des commentaires, plein de commentaires, et on se donne rendez-vous dans un petit mois, dans quelques semaines. Ce sera le numéro 3, mais en attendant, nous concluons l'épisode numéro 2 de Combo. Bon jeu à toutes et à tous. Vix, je crois que tu n'as qu'une seule envie, c'est de retourner sur ton ordinateur pour jouer. Et on se dit à très vite. Et encore merci de votre fidélité à Combo. Bye bye. À bientôt.